Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture du mois de septembre 2018. Alors comme vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, ça va être une année assez compliquée, du coup j'ai essayé de lire le plus possible là en début de mois vu que j'avais pas encore cours. Mais mes cours commencent le 17 septembre, donc lundi. Autant vous dire que je suis un peu peur. En fait j'ai surtout peur de pas avoir le temps de lire, du coup voilà, parce que la lecture c'est... En fait sans la lecture je meurs, donc... Voilà, donc je pense que j'aurai quand même un petit peu le temps de lire, mais... J'ai essayé de lire un max là pour me détendre et pour me dire mais non ça va aller. Donc comme d'habitude je vous mets les noms des livres en description. Et je vous mets aussi, je vous mettrai peut-être aussi un lien si j'y pense au moment du montage de la vidéo. Enfin, si j'y pense au moment de la rédaction de la description. Pour les romans et pour la biographie que je vais vous présenter, j'ai fait des chroniques sur le blog, donc le lien est aussi en description. Voilà. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Quand souffle le vent du Nord, Daniel Glatauer. Je suppose que ça se dit comme ça. Alors c'est l'histoire de Amy et Léo qui ne se connaissent pas du tout et qui vont s'envoyer un mail par erreur. Et voilà, ils vont continuer à se parler tout ça. Donc en fait c'est un roman épistolaire en gros, un roman écrit tout en mail, il n'y a absolument pas de narration. Et j'adore les romans épistolaires, sauf que j'avais un petit peu peur de ce livre vu que c'est une romance et que les romances c'est pas trop mon truc, ce genre de choses. Et en fait j'ai beaucoup apprécié, c'était sympa. J'ai aimé... les réflexions que ce livre apportait sur l'amour, sur le fait qu'on peut aimer quelqu'un sans jamais le voir, l'apparence, tout ça. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Par contre les personnages sont à la fois super attachants et super énervants, genre parfois insupportables. Il y a des moments où j'avais envie de taper l'un et l'autre en fait, tellement ils me saoulaient. Et il y avait aussi d'autres moments où j'avais pitié d'eux entre guillemets. Le livre est bien écrit, ce que j'ai beaucoup apprécié puisque c'est une traduction. Donc la traductrice a bien traduit et je suppose que du coup l'auteur écrit bien aussi. Vu que c'est un allemand, je ne peux pas lire... Enfin c'est un autrichien qui écrit en allemand, je ne peux pas lire en allemand, donc voilà. La seule chose... Enfin c'est même pas... Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le seul problème entre guillemets c'est la fin, mais la fin est tellement frustrante. J'avais juste envie de tout de suite lire le deuxième tome, que je n'avais pas bien sûr à ce moment-là. Depuis je l'ai emprunté, donc je vais bientôt le lire je pense. Et c'était... voilà. J'ai passé un très bon moment. Et du coup ce livre, toujours très bien préparé, hein, on va y arriver les gars, on peut le faire. Et du coup ce livre entre dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Donc il entre dans l'automne douceur de vivre, dans la sous-catégorie pomme au four, tasse de thé et bougie. Voilà, donc un livre feel good, un livre romance, tout ça. Voilà, donc... je vous le recommande si vous n'avez jamais essayé et j'ai fait une chronique sur le blog. Ensuite j'ai lu L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je le voyais un petit peu partout, en librairie, tout ça. Du coup, vu que les graphismes étaient quand même vachement beaux et qu'il était à la bibliothèque comme ça à m'attendre, je me suis dit, allez, laissons-nous tenter. Donc c'est l'histoire de Coco qui est une petite fille ordinaire mais qui est fascinée par la magie. Elle adorerait être une sorcière elle aussi. Sauf que la magie est apparemment sélective, elle choisit certaines personnes et pas d'autres, et donc elle n'a pas été choisie. Sauf qu'un jour elle rencontre un sorcier, je ne me souviens plus comment il s'appelle parce que je suis formidable, n'est-ce pas, niveau personnage, Kieffrey, voilà. Je suppose que c'est comme ça. Donc elle rencontre le sorcier Kieffrey qui était ici. Sa vie va changer, on va dire. C'était très mignon. Les illustrations sont vraiment top. J'ai beaucoup aimé Coco, évidemment. J'ai surtout aimé son humour, en fait elle est adorable et en même temps elle est hilarante, donc tout va bien. Il y avait des petites choses mignonnes, genre il y avait une petite créature adorable. J'ai aussi aimé qu'on commence à avoir une espèce de complexité à l'intrigue, entre guillemets, puisqu'on se rend compte qu'il y a un espèce de complot, quelque chose qui se trame mais on comprend pas tout à fait quoi, on va dire. J'ai aussi aimé qu'il y ait... Je m'y attendais pas, j'étais... Il y a aussi beaucoup de suspense finalement dans cette histoire. Et donc j'ai très envie de lire la suite, sauf que je crois que ma bibliothèque ne l'a pas. Voilà. Donc je vais voir la prochaine fois que j'y vais, j'espère que le deuxième tome sera là. Voilà. Je vous le recommande si vous aimez bien les petites histoires comme ça. C'est mignon. Et ce livre comptait aussi pour une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge dans Automne... Je n'ai pas noté. Non, dans Magie Sorcière, voilà, dans Magie Sorcière, pour Witch's Brew, c'est-à-dire un livre avec de la magie dans un univers SFFF. Ensuite, j'ai lu Home Fire de Kamila Shamsi. C'est une réécriture d'Antigone. Alors, on suit les points de vue de tous les personnages principaux. Donc d'abord, on commence avec Isma, et on comprend qu'après
des années à s'occuper de ses frères et sœurs, elle est enfin libre de pouvoir continuer ses études aux États-Unis. Donc elle va partir et laisser Annika seule à Londres. Seule parce que son jumeau Parvez est parti faire le djihad. Alors ce livre a gagné le Women's Prize for Fiction en Angleterre et il a aussi été sur la longue liste de The Man Booker Prize, donc aussi un prix en Angleterre. Et je comprends tout à fait pourquoi. Parce qu'en fait ce livre est à la fois très très fidèle à la tragédie Antigone. Antigone a perdu ses deux frères Éthéocle et Polynice qui se sont entretués et son frère Polynice a été considéré comme un traître et donc il est laissé sur une plaine à se décomposer et à sentir extrêmement mauvais en dehors des murs de la ville pour montrer ce qui arrive aux traîtres. Et Antigone veut absolument l'enterrer pour qu'il puisse passer en enfer, enfin dans les enfers, et pour qu'il puisse reposer en paix, pour pas que son âme reste coincée sur terre. Sauf que Créon, le gouverneur, enfin le dirigeant, ne veut pas du tout accéder à ses vœux et donc refuse de faire enterrer Polynice. Et donc là on a la tragédie qui commence, tout ça. Alors ce livre est extrêmement fidèle. Je vais pas vous lister en quoi il est fidèle, mais je l'ai fait dans ma chronique si vous voulez. C'est vraiment l'histoire d'Antigone, mais en roman actuel. Franchement, chapeau à l'auteur, parce que c'est tellement dur en fait de coller à un mythe comme ça en écrivant un roman moderne. L'écriture est très très bonne. J'ai aimé les personnages. En fait le truc c'est que comme on a tous les points de vue, on a celui d'Isma qui correspond à Ismène, celui d'Annika qui correspond à Antigone, celui d'Aémon qui correspond à Aémon, celui de Karamat qui correspond à Créon et celui de Parvez qui correspond à Polynice. On a tous leurs points de vue et du coup on arrive à s'attacher à tous les personnages, ce qui est assez compliqué étant donné qu'ils ont des opinions pas du tout pareilles. Donc en fait on comprend pourquoi ils agissent comme ça. Le truc aussi, le gros truc on va dire, c'est que Parvez, quand on a son point de vue, il est devenu, enfin on comprend comment il est devenu un djihadi et comment il en est arrivé à faire le djihad. Donc ce livre traite de terrorisme, il traite aussi de la façon dont sont traitées les personnes de couleur en Angleterre, surtout quand l'un des membres de leur famille est parti dans un autre pays pour faire le djihad. Donc il y a une question ridicule d'hérédité, du genre si le père a fait ça, le fils va forcément le faire, donc il faut le surveiller encore plus, ce genre de choses. J'ai adoré Annika, mais vraiment, j'adore Antigone en fait, le personnage, mais alors Annika en Antigone moderne, c'est juste formidable, j'adore. Le livre traite aussi de la religion musulmane, donc on peut mieux comprendre, on va dire, certaines choses. Par exemple, Annika porte le voile et Aémon ne comprend pas pourquoi, par exemple. J'adore les points de vue multiples, donc c'était parfait. Ce livre est donc très actuel, il ouvre pas mal de sujets de réflexion. Et la fin, oui parce que, autant vous dire que du coup, vu l'histoire, et vu que c'est une tragédie, normalement, Antigone, il y avait pas mal d'émotions tout le long du livre, mais alors la fin... La fin m'a explosé le cœur en 1000 morceaux, j'étais finie quoi, c'était... Voilà, donc c'est un livre formidable, franchement c'est génial. J'espère qu'il sera bientôt traduit en français, étant donné qu'il a gagné le Women's Prize for Fiction, il y a beaucoup de chances qu'il soit traduit. Et en plus il était sur la liste du Man Booker Prize, donc franchement il va arriver bientôt je pense. Et j'ai fait une chronique sur le blog si ça vous intéresse, donc voilà. Je vous tiendrai au courant si vous voulez, si jamais j'ai connaissance de la date de sortie du livre en français. Parce que franchement, il faut lire ce livre. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre, qu'il soit politicien, qu'il soit impliqué dans la politique ou pas d'ailleurs, qu'il soit un citoyen normal. Franchement, ce livre, à lire, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Manderley Forever de Tatiana de René. C'est une biographie de Daphné du Maurier. Alors, j'ai aussi fait une chronique sur ce livre. Et dans ma chronique, j'explique, entre autres, que j'ai lu la biographie d'Angela Carter cette année. Donc, The Invention of Angela Carter d'Edmund Gordon. Et tout le long du livre, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un, de m'attacher à cette personne, et à la fin, quand elle meurt, parce que Angela Carter est morte en 92, il me semble, février 92, et quand elle est morte, j'avais eu l'impression de perdre une amie en fait. Et ça m'a fait exactement la même chose avec Daphné du Maurier dans Manderley Forever. J'ai appris à la connaître tout le long, j'ai mis des photos, comme dans The Invention of Angela Carter, il y a aussi des photos. Donc, oui, parce que quand j'ai ouvert le livre, la page est partie. J'étais ravie. Sachant que ce n'est pas mon livre, je l'ai emprunté. Formidable. Donc il y a des photos
On découvre aussi Manderley, n'importe quoi. Menabili, qui était une partie de l'inspiration pour Manderley. Je vais y arriver. Je peux le faire. Est-ce que je vais vous retrouver Menabili? Je sais même pas où il est. Ah voilà. Voici Menabili, ici. Et donc j'avais envie de lire ce livre parce que j'ai adoré Rebecca et du coup je voulais en savoir plus sur l'auteur, savoir d'où lui venaient ses idées, son inspiration, tout ça, puisque j'ai envie de lire beaucoup d'autres livres d'elle, comme Ma cousine Rachel, ou Frenchman's Creek, The King's General, enfin il y a plein de livres d'elle que j'aimerais lire. Les oiseaux aussi bien sûr. Donc c'est une biographie assez intime puisque l'auteur se met un peu dans la tête de Daphné du Maurier vu qu'elle a lu ses mémoires et qu'elle explique qu'elle se sert en fait de ses mémoires et de la biographie de Margaret Forster pour écrire son livre. C'est aussi pour elle une sorte de pèlerinage en fait, puisqu'elle va d'abord à Londres, là où a vécu, enfin là où est née Daphné du Maurier. En fait elle va à chaque demeure qu'elle a habitée en fait, donc elle passe par Menabili et elle passe aussi par Kilmarth, la dernier logement de Daphné du Maurier. Donc c'était très émouvant, je me suis beaucoup attachée à elle, j'ai découvert une femme que je savais pas du tout en fait qu'elle était comme ça évidemment, je ne la connaissais pas, bravo Justine. Donc j'ai découvert une femme, j'ai découvert un écrivain, j'ai découvert une mère aussi, enfin c'était juste génial. J'ai adoré bien sûr découvrir l'inspiration pour certains textes, comment son processus d'écriture, comment l'inspiration lui venait et comment elle écrivait tout ça. J'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'auteur ne porte absolument aucun jugement sur elle, c'est-à-dire que elle explique comment elle était, comment elle se comportait, tout ça, mais jamais elle va vous dire « Ah, c'est pas bien, franchement, ah là là, je suis pas du tout d'accord avec ça », jamais elle va faire ça, ce qui est excellent je trouve, franchement, respect. Parfois c'est dur de pas juger les gens, mais là c'était beau qu'elle le fasse pas en fait, parce que du coup, si elle l'avait fait, je pense que j'aurais pas du tout aimé le livre déjà, et je me serais peut-être moins attachée à Daphné du Maurier en fait. L'écriture est très bonne. C'est quand même Tatiana de René qui écrit, donc j'ai envie de dire évidemment, mais bon. En fait, tout était bien dans ce livre, tout. Elle parle d'absolument toutes les œuvres de Daphné du Maurier. À la fin, il y a même une bibliographie sur ses œuvres, enfin de ses œuvres. Et il y a aussi une bibliographie, la bibliographie dont elle s'est aidée en fait, ses sources. Donc j'ai pu ajouter pas mal de livres que j'aimerais lire maintenant du coup. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a absolument aucun spoiler sur ses œuvres. Là, j'applaudis. Parce que dans The Invention of Angela Carter, Edmund Gordon spoil absolument toutes les œuvres d'Angela Carter. Donc c'est pas bien grave, puisque ça donne encore plus envie de les lire, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu étrange, parce que souvent quand on spoil, on n'a plus du tout envie de lire le livre. Mais là non, ça donne vraiment envie de les lire. Mais du coup, voilà, j'étais un peu agacée, parce que je déteste ça, les spoilers, je supporte pas. Et là, il y en a aucun. Aucun. Que ce soit pour Rebecca ou ma cousine Rachel, pour tout, il y en a aucun. Donc, bravo, franchement, la classe. Donc voici l'un de mes nouveaux livres préférés de tous les temps, donc il faudra que je me procure un exemplaire étant donné que je l'ai emprunté. Mais voilà, je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre, c'était juste... C'était génial. Du coup je pense que je vais continuer à lire des biographies d'auteurs que j'adore parce que je suis trop heureuse en fait à chaque fois de les découvrir et de les apprécier comme ça, j'adore. Ensuite j'ai lu Une sacrée mamie tome 2 de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa. Donc j'avais lu le tome 1 le mois dernier et j'avais adoré et j'adore toujours autant, c'est toujours aussi mignon, toujours aussi émouvant aussi, il y a toujours cette belle leçon de vie que donne la grand-mère en fait à chaque fois à son petit-fils quand il lui dit par exemple « Oui je voudrais une télé machin, oui je voudrais ça aussi, oh et puis t'as vu lui il a ça ». Voilà, c'est juste une histoire tellement belle, j'ai envie de tout lire. Les illustrations sont bien, les personnages sont bien, l'histoire est bien, voilà, philosophie, tout ça, tout est bien en fait dans ce livre donc je vous le recommande. Et sachez aussi que ce manga vient de l'autobiographie de Yoshishi Shimada qui a effectivement vécu comme ça. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne vous avais pas fait de résumé, dans le premier tome on apprend que la maman de Hiro, de Akihiro, j'ai du mal avec son prénom, désolée. La maman de Akihiro n'est pas capable d'éduquer ses deux fils en même temps, enfin de les élever en même temps parce que le deuxième est un peu difficile. Du coup elle l'envoie chez sa grand-mère et c'est sa grand-mère qui va l'éduquer, voilà. Et donc c'est l'histoire de l'enfance de Akihiro éduquée par sa grand-mère. C'est génial. On pourrait se dire, ça a l'air vraiment chiant, mais non, c'est formidable, franchement, c'est génial. J'ai ensuite lu, si on peut dire lu, pas vraiment lire un livre comme ça, Game of Thrones, le trône de fer, le livre des festins de George R.R. Martin, mais aussi surtout des dames qui ont écrit les recettes. D'ailleurs, c'est pas très normal que leur nom n'apparaisse pas sur la couverture. Chelsea Monroe Cassel et Sariane L'Erreur, je suppose. Donc comme le nom l'indique, c'est un livre de cuisine avec des recettes issues de l'univers du trône de fer. Et franchement, j'avais envie, enfin je suis végétarienne, donc
pour les plats de viande, ça me faisait quand même envie, mais sans la viande bien sûr. Donc c'est juste, enfin ça donne, c'est formidable. Je pense que je vais un jour acheter ce livre et faire un festin médiéval un jour, avec décoration et tout. Peut-être même avec costume, mais il faut peut-être pas abuser. Et je ferai des plats de différentes contrées en fait. Ça va être génial. Ça va être génial. J'ai adoré parce qu'elles font une petite introduction entre guillemets, en fait c'est surtout ça que j'ai lu. Petite introduction en fait pour dire en quoi ça correspond au livre, ce qu'il y a dedans exactement, si elles ont dû adapter la recette qui se trouvait dans le livre, elles ont aussi mis des versions modernes. Par exemple, on a des pains d'épices médiévaux, mais on a aussi la recette moderne. Sachant que là, les pains d'épices médiévaux ont l'air meilleurs que les modernes, mais bon. Donc voilà, c'était top. J'ai eu l'impression, en fait, j'ai été immergée à nouveau dans l'univers du Trône de Fer, et ça, c'était génial. Parce qu'il faut dire quand même que quand j'ai lu le Trône de Fer la première fois, avec toutes les scènes de banquet et tout, ça me donnait super faim à chaque fois que je lisais. Parce qu'il n'y a pas que de l'action, tout ça, il y a aussi des scènes de festin, mais un truc de fou. Et dans l'introduction, parce que George R. R. Martin introduit le livre quand même, dans l'introduction il explique qu'il y a des gens qui lui ont dit oui, non mais vous vous rendez compte, il y a trop de scènes de festin, on s'en fout de ce qu'ils mangent, nous on veut de l'action et tout. Et moi je trouve justement que les scènes de banquet, les scènes de festin, ça donne vraiment un aspect réaliste entre guillemets au livre, on a vraiment l'impression d'être dedans et on a envie d'y être pour manger avec eux en fait. Voilà. Donc il y a aussi bien sûr les fameux gâteaux au citron qu'adore Sansa. Voilà, donc un jour j'achèterai ce livre et je ferai plein de recettes. Du coup oui, j'ai aussi aimé que ce soit vachement diversifié, puisque on a vraiment, en fait les recettes sont classées par contrée. Donc on a par exemple le mur, on a aussi... Je vais arriver. Ou pas. On a le mur, donc on a le nord, on a le sud, on a Port-Réal, King's Landing. Voilà, c'est génial. Il y a aussi des photos de la plupart des plats. Et on a aussi des contrées qui sont pas à Westeros, mais genre à Essos. Genre on a le vin exotique de Meereen, je crois. On a Dorne aussi, oui. Dorne. Par contre, Dorne c'est vachement épicé, hein, je vous le dis. Personnellement, je sais pas trop si je pourrais. Parce que là, ils mettent des trucs genre... J'ai vu certains plats, j'ai fait oula, bah ça, je pense que je testerai pas les gars, parce que... Voilà, petit déjeuner à Meereen. Le dernier livre que j'ai lu dans la première partie de ce mois, c'est La guerre de la terre et des hommes de Pascal Baquet. Donc c'est un peu dur de vous faire un résumé parce qu'il n'y a pas de résumé en fait. On a surtout des commentaires de philosophes, de philosophes, d'écrivains, d'agents littéraires, tout ça. Mais je vais quand même tenter de vous résumer. Alors en gros, on va partir sur une histoire qui va couvrir 3000 ans d'histoire, ce qui peut paraître très spécial. En fait, j'ai pas envie de vous faire un résumé parce que sinon j'ai peur de vous spoiler quoi que ce soit. Sachez juste qu'on suit 3 personnages, Winston Churchill, J.R.R. Tolkien et Ian Stuart Butt, qui sont 3 artistes dans leur genre, on va dire. Winston Churchill, il peint aussi, en plus d'être un homme politique britannique, et Premier ministre dans le livre d'ailleurs. C'est au moment où il est Premier ministre. J.R.R. Tolkien évidemment écrivain. Et Stuart Butt est compositeur. Et donc ces 3 personnes sont pas élues mais en quelque sorte et réunies pour combattre un être qui possède l'objet de plus. Donc là vous allez vous dire, alors on n'a rien compris à ce que t'as dit, explique. Mais je ne peux pas vous expliquer, sinon ça serait un peu gâché je pense le livre. Alors sachez que ce livre est très confus, très touffu, qu'il aborde un sujet... simple en quelque sorte, mais il l'aborde grâce à une métaphore qui n'est pas forcément accessible à tous. Donc c'était un peu compliqué parfois de comprendre ce qui se passait. Je suis sûre même que j'ai pas tout compris. L'écriture est très bonne, vraiment c'est bien écrit, mais parfois c'est assez opaque on va dire, assez obscur, donc c'est un peu dommage je trouve. En revanche j'ai aimé le lien histoire-fantasy, puisqu'en fait ici on va suivre donc l'histoire avec un grand H, la véritable histoire, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, mais en lien avec le monde fantastique de George R.R. Tolkien, n'importe quoi, de J.R.R. Tolkien, donc le Seigneur des Anneaux a une vraie influence, en fait, une vraie importance dans le livre. Il est lié à l'histoire, vraiment, clairement. Et c'est pour ça que je peux ranger ce livre dans la catégorie Automne enchanteur, au détour de Brocéliande, parce qu'on parle beaucoup de légendes, de mythes,
On parle de mythes nordiques, de Irminsul, de Yggdrasil, donc l'arbre de la vie dans les mythes nordiques. On parle d'Odin, on parle de Sauron évidemment, mais en fait on se rend compte que le livre fantastique est lié à la Seconde Guerre mondiale et aux mythes nordiques. Donc du coup, c'est pas que ça spoil, mais c'est... Si ça spoil, le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Et c'est un peu dommage entre guillemets parce que ça donne une lecture historique du Seigneur des Anneaux. Après c'est très intéressant, vraiment. Donc il y a un vrai message philosophique derrière, il y a de grandes réflexions très importantes, tout ça. Je comprends donc pourquoi il y a beaucoup de philosophes qui ont adoré le livre. Mais comme je le disais, c'est pas forcément accessible à tous. Et c'est assez obscur. Il y a aussi des passages que j'ai pas du tout aimés, par exemple il y a des passages où on se centre sur la religion. Et enfin, la deuxième partie, en fait, on suit un jésuite. Et là, non. Je préférais suivre Churchill, Tolkien et tout. D'ailleurs, dans la première partie, j'étais vraiment dedans. J'ai trouvé ça passionnant. J'étais là, ah, mais c'est génial, c'est énorme et tout. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai dû me lasser, en fait. Quand je suis arrivée à la deuxième partie, c'était non. Et la troisième partie, ça a repris, mais j'étais quand même moins dedans. Donc je pense que je dirais quand même le deuxième tome, puisque cette série est une série en 5 tomes, il me semble. D'ailleurs, les titres sont déjà donnés. Donc le deuxième tome s'appelle Les Confessions. Le troisième, Guerre de la Terre. Le quatrième, Vie de Monsieur. Et le cinquième, Le Premier Matin. Donc voilà, je pense que je lirai quand même le tome 2. D'ailleurs, ce livre m'a été envoyé par l'éditeur, donc merci beaucoup, c'était vraiment une super découverte. Donc je vous le conseille si vous aimez la philosophie, les réflexions, les livres assez obscurs du coup, à moins que vous soyez super réactif et que vous compreniez tout de suite. Mais moi j'ai quand même mis un peu de temps à comprendre, je vous avoue. Voilà, et je vais vous parler vite fait de ma lecture en cours. Donc je suis en train de lire Anno Dracula de Kim Newman, qui va me permettre de valider la partie Automne frissonnant. Vous prendrez bien un verre de True Blood, donc lire un livre sur des êtres assoiffés de sang, donc vu que là c'est Dracula, voilà. Et donc un petit résumé vite fait. En gros, Dracula n'a pas été vaincu par le Dr Seward, Van Helsing et les Harker. Il est devenu roi d'Angleterre, il est prince consort de la reine Victoria. Voilà, donc vous imaginez bien la tête de l'Angleterre avec Dracula comme chef. Et c'est vraiment bien, il y a une atmosphère vraiment super dans ce livre. Donc l'atmosphère victorienne, tout ça, c'est bien. Et on a évidemment l'apparition de Jack l'Éventreur dans ce livre. Voilà, donc c'est top. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, le soleil vient de partir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi où vous en êtes dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc quelle catégorie vous avez validé pour le moment, lesquelles vous avez envie de valider, tout ça. Dans quel menu vous vous êtes lancé, si vous avez beaucoup lu pour le challenge ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!